Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le titre de ce dernier journal de RTI1. Le code de l'assainissement et du drainage porté par le ministre de l'Hydraulique et de la Salubrité Bouaké Fofana a été adopté par les députés membres de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement de l'hémicycle. Une adoption à l'unanimité. Le texte de loi fixe les mesures d'usage des canaux d'évacuation. Après plusieurs mois de travaux, le nouvel échangeur du Carrefour Aquava sera mis en service demain, mercredi. C'est le vice-président de la République qui va procéder à l'ouverture du tronçon. Dans quelques instants, le focus de nos reporters sur le site. Et puis la discussion de paix entre Kinshasa et le M23 prévue ce mardi à Luanda en Angola sous médiation angolaise ont été reportées s'inédiées. Les rebelles refusent de participer aux discussions. Un volte-face qui intervient en réaction aux sanctions européennes visant des membres de leur coalition. Merci de regarder RTI1. L'État de Côte d'Ivoire vient de se doter d'un cadre juridique, une loi pour réglementer et contrôler l'usage des ouvrages d'assainissement et de drainage. Le texte a été présenté aux députés par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. La séance s'est tenue hier lundi en présence de Moussa Konaté et Barnabé Kona. Le projet de loi porte un code de l'assainissement et du drainage adopté à l'unanimité par les députés réunis en commission. Le texte détermine le cadre juridique pour réglementer l'utilisation et la gestion des ouvrages d'assainissement et de drainage. Grâce à ce code, nous allons avoir un corpus juridique unique pour traiter de toutes les questions relatives à l'assainissement et au drainage. L'assainissement est au croisement d'enjeux importants, d'enjeux de santé publique, d'enjeux de protection de l'environnement, d'enjeux d'urbanisme. Donc c'est l'impact sur le cadre de vie de nos compatriotes. Bon, c'est des enjeux importants. L'État investit de gros moyens dans ce secteur-là et il est important que les choses soient encadrées. Traitement des eaux usées, usage des canaux d'évacuation d'eau pluviale, installation anarchique sur les ouvrages, sanctions pénales et administratives. Tous ces aspects sont pris en compte dans ce nouveau code. Nous voulons lutter contre les rejets d'eau usée qui ne sont pas traités. Les ouvrages de drainage, l'État en a construit beaucoup et ces ouvrages de drainage sont agressés par les populations. Le projet de loi prévoit également des sanctions administratives et des sanctions pénales. Dans son article 103, le projet de loi stipule que quiconque se rend coupable de branchement frauduleux sur le réseau d'égout public est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une des deux peines. La Côte d'Ivoire fait la cour aux géants américains présents aux États-Unis depuis le 10 mars dernier. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie poursuit son roadshow à la conquête des investisseurs américains. Ainsi, après Houston, c'est à New York et Washington que la délégation ivoirienne a poursuivi ses rencontres stratégiques. L'objectif est clair, accélérer les investissements dans les infrastructures ivoiriennes. Le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Luc Gbangbo et Lamine Dramé. Après Houston, où les premières bases d'une coopération renforcée ont été jetées, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, a posé ses valises à New York. Objectif, convaincre les investisseurs en quête d'opportunités dans le secteur minier et énergétique ivoirien. Lors d'un déjeuner d'affaires avec des fonds d'investissement, des sociétés minières et des agences de notation, la Côte d'Ivoire a dévoilé ses projets phares, dont la deuxième raffinerie ivoirienne et le projet minier intégré de l'Ouest. Deux initiatives stratégiques qui ont retenu l'attention des investisseurs américains séduits par le potentiel de croissance du pays. Je suis convaincu qu'il y a au moins déjà 2 ou 3 personnes qui sont parties d'ici très rassurées et convaincues que certains des changements vont être positifs pour leur développement et pour les investissements. L'offensive ivoirienne s'est poursuivie à Washington DC. En une demi-journée, le ministre a enchaîné les rendez-vous avec des acteurs majeurs du secteur des mines et des ressources énergétiques. Parmi eux, Newman Corporation, la plus grande société minière aurifère au monde, disposée à se réinstaller en Côte d'Ivoire
à travers d'importants engagements financiers. Yatra Venture, spécialiste de l'investissement dans les infrastructures énergétiques, dont les discussions avec Abidjan sont bien avancées. Nous avons donc discuté du potentiel actuel en Côte d'Ivoire et de la possibilité pour les investisseurs américains de venir. Il s'agira donc pour la partie ivoirienne d'exprimer clairement le besoin en nous invitant. Sun Africa, quant à elle, se positionne pour fournir les solutions énergétiques renouvelables, compétitives. Il est clair qu'il y a un besoin dans le domaine de l'énergie solaire, mais également dans l'amélioration des infrastructures énergétiques, notamment en ce qui concerne les infrastructures de transport. Sans oublier Atlantic Council, qui veut renforcer sa collaboration avec la Côte d'Ivoire. Nous travaillons beaucoup effectivement sur les questions énergétiques, les infrastructures, les minerais stratégiques. C'est un domaine dans lequel le ministre a exprimé sa volonté de diversifier les partenariats de la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup de besoins. Une mission qui se poursuit avec les grandes entités publiques d'investissement américaines et qui pourrait bien ouvrir une nouvelle ère de partenariat stratégique entre Abidjan et les États-Unis. Toujours aux États-Unis, la Côte d'Ivoire participe à la 69e session de la Commission de la condition de la femme au siège des Nations Unies à New York. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est prononcée sur la question. Nassene Batouré a réitéré l'engagement de notre pays en faveur de l'égalité des sexes. Soutenant la déclaration du groupe africain, elle a aussi mis en avant les avancées réalisées par la Côte d'Ivoire en matière de représentation politique et d'autonomisation économique des femmes. Ami Sissoko, notre envoyé spécial. La 69e session de la Commission de la condition de la femme, CSW69 des Nations Unies, a marqué le 30e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à New York. La Côte d'Ivoire, par la voix de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a apporté son soutien à la déclaration du groupe africain portée par la Guinée équatoriale. Elle appelle à des actions pour améliorer la condition de la femme en Afrique. Pour sa part, la Côte d'Ivoire, grâce à la volonté affichée du président de la République, Alassane Ouattara, a réalisé des avancées significatives dans la mise en œuvre des recommandations de Beijing. Parmi les mesures phares figurent la réforme de la loi sur le mariage, la loi sur l'école obligatoire, la loi sur la représentation des femmes dans le secteur politique, la réforme du code pénal prenant en compte les violences basées sur le genre. D'autres avancées majeures soulignées par la ministre Nassene Batouré, l'atteinte de 30% de femmes sur la liste électorale et l'autonomisation économique de plus de 360 000 femmes bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, favorisant ainsi l'entrepreneuriat féminin. La ministre Nassene Batouré a souligné la nécessité de mobiliser davantage de financement pour les nombreux défis qui restent à surmonter à travers le monde. Malgré ces avancées notables, selon une étude menée en 2023 avec l'appui du FNUAP, les besoins en financement se chiffrent à au moins 12 milliards de dollars américains pour atteindre l'égalité des sexes d'ici 2030. Pour parvenir à mobiliser ces ressources, le gouvernement ivoirien s'attelle à fédérer les partenaires nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire demeure résolue à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de la politique inclusive, innovante et ambitieuse afin que chaque femme et chaque fille puisse pleinement exercer ses droits et contribuer au développement durable et inclusif de notre société. Fidèle à son engagement, la Côte d'Ivoire renforce ses politiques et intensifie ses actions pour garantir un avenir plus juste et équitable pour toutes les femmes et filles du pays. Retour maintenant en Côte d'Ivoire, dans la commune de Yopougon. La petite Adiara Fofana sera confiée à une structure spécialisée de suivi pour l'enfance. Frappée de déficience mentale, elle était séquestrée par ses grands-parents. C'est une ONG qui a sonné l'alerte, permettant ainsi au ministère de la Solidarité de se saisir du dossier. Les détails avec Michel Mambo. Une cage faite en tôle. À l'ouverture de cette cage, on pourrait s'attendre à tout voir sortir sauf une fillette. Et pourtant,
C'est enfermée dans ce cagibi que la petite Adjara Fofana, 9 ans, passe toutes ses journées en attendant bien sagement le retour des membres de la famille partis vaquer à leurs occupations. Adjara souffre d'un déficit mental et c'est la parade que ses grands-parents auront trouvée pour la contenir. Parce que si je les laisse, je ne peux pas venir te trouver à la maison ici. Or, si je viens de c'est un problème d'affaires comme ça 2 fois. J'ai fait 2 semaines au cherche avant de le voir. C'est à la faveur d'une tournée de solidarité de l'ONG Dream Together qu'Adjara trouve son salut. Notre association avait prévu partager des kits de rupture de jeûne à la commune de Yopougon, précisément au quartier Mosikro. Et au cours de cette action, nous sommes tombés sur ce cas. Donc l'association a été touchée, choquée par cet acte et a voulu tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver une solution adéquate. Saisie de ce fait, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur place. Indignée, Miss Belmondo Dogo contacte tout de suite sa collègue, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en mission à l'extérieur. Adjara sera dans de meilleures conditions dès ce soir. On ne parlera pas de poursuite pour le moment. Mais ce que nous avons fait, c'est de saisir aussi le ministère de la Femme pour que la petite aille dans un endroit adéquat, puisqu'elle a quelques déficiences mentales, contrairement à ce que les parents disaient. Elle était soit autiste ou autre chose. Elle a juste quelques déficiences mentales. Donc la petite part à la pouponnière de Dabou sous la tutelle du ministère de la Femme pour une prise en charge totale. Adjara Fofana, un cas isolé. Toutefois, pour faire face à de telles situations de vulnérabilité, la Côte d'Ivoire dispose de bien de centres d'accueil adaptés que les parents devraient solliciter. Un offre de soulagement pour la petite Adjara Fofana. On parle maintenant de développement avec le village d'Etikoun, niché dans la sous-préfecture de Tiassalé, qui a célébré la 2e édition de la journée de développement solidaire et de la cohésion. Les filles et fils de la localité ont eu l'occasion d'exprimer avec ferveur leur volonté de voir leurs efforts collectifs en matière de cohésion et de solidarité de s'intensifier également. Les précisions de Sidonie Davila. Etikoun, sous-préfecture de Tiassalé dans la Niébi-Tiassa, a vibré ce samedi autour d'un symbole fort, les champignons de la solidarité. Cet aliment qui prospère en symbiose incarne l'essence même de cette communauté. Toute une symbolique a inspiré la 2e édition de la journée du développement solidaire et de la cohésion, initiée par la mutuelle Agnan. Notre village, autrefois appelé Soprobo Carrefour, a changé de nom pour devenir Etikoun. Ce qui signifie nous sommes un, mais au-delà des symboles. Ici à Etikoun, nous avons fait du champignon de termitière un symbole de solidarité et de cohésion. Je voudrais d'emblée saluer tout particulièrement notre mutuelle pour son initiative exemplaire et l'engagement de toute la communauté villageoise de Etikoun qui crée ainsi un véritable espace d'échange et de progrès à Etikoun et réaffirmer notre attachement aux valeurs de partage et de solidarité. Associée à cette 2e édition, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion, Belmondo Dogo, ainsi que le président du conseil régional de la Niébi-Tiassa, Demba Pierre, saluent cette démarche qui renforce le tissu social et encourage le vivre ensemble des communautés. Le développement solidaire, c'est avant tout un développement qui place l'humain au cœur des préoccupations. Je voudrais féliciter l'immense travail abattu ensemble qui démontre notre volonté d'œuvrer pour le développement de cette région et d'assurer le bien-être de nos populations. La journée a été marquée par une avancée concrète pour Etikoun, l'inauguration d'un tout nouveau centre de santé de premier contact, une infrastructure essentielle qui témoigne de la dynamique enclenchée dans le village d'Emmanuel Aoutou Kofi.
Je vous le disais en ouverture de cette édition, après plusieurs mois de travaux, le nouvel échangeur du carrefour Akwaba sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny sera inauguré demain mercredi par le vice-président de la République. L'ouvrage permettra de désengorger la circulation sur carrefour stratégique, un carrefour qui dessert l'aéroport, le port autonome d'Abidjan ainsi que la voie internationale menant au Ghana. Le focus de Mahama Traoré et Adama Sangaré. De Port-Boué à Grand-Bassam, ou dans le sens contraire, le boulevard Félix Houphouët-Boigny fait subir d'énormes calvaires aux usagers ces dernières semaines. Ces désagréments sont en partie dus aux travaux de construction de l'échangeur du carrefour Akwaba, principal point d'intersection des voies menant à la fois à l'aéroport, au terminal pétrolier du port d'Abidjan, à la voie express reliant Grand-Bassam et au centre-ville d'Abidjan. L'ouvrage a désormais pris forme après plusieurs mois de travaux. En attendant la fin de la phase d'embellissement, l'édifice sera inauguré ce mercredi par le vice-président de la République, Thiemokome Ilie-Kone, question de soulager les automobilistes. Si on peut ouvrir vraiment, on est sauvé pour totalement. Le pont ici, ça apporte au moins beaucoup à la circulation ici concernant ceux qui voyagent. Avec cette merveille-là, je crois qu'on ira encore plus loin. Parce que vraiment, voilà, à Bassam ou bien soit à Sini, ça sera encore plus intéressant. Pour ceux qui s'en inquiétaient, la statue du carrefour Akwaba n'a pas disparu. Mieux, elle s'apprête à refaire surface et apparaîtra dans un décor paysager en cours d'aménagement. Il a été conçu pour sublimer les passants à cette porte d'entrée de la capitale économique ivoirienne. On parle maintenant de sécurité avec plusieurs acteurs du renseignement qui participent à une session de renforcement de capacité à Jacquesville. 72 heures de formation à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, une initiative de l'ONG Cogenta soutenue par l'Union européenne dans le cadre du projet Sécunor 2. Walter Amadou Ouattara pour le compte-rendu. Unir leurs forces et stratégies dans la lutte contre le terrorisme, c'est tout le sens de cette session d'échange qui permettra de retenir et partager les bonnes pratiques. Les bénéficiaires sont des praticiens du renseignement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils répondent ainsi à l'invitation de l'ONG Cogenta. Le projet Sécunor 2, au travers de cet atelier, contribue à appuyer les efforts du Croate en mettant en évidence les bonnes pratiques en matière de renseignement et nous rappelle l'impérieuse nécessité d'approfondir la collaboration entre les États à des fins de complémentarité en vue de venir à bout du terrorisme. Cette rencontre est également possible grâce à l'appui de l'Union européenne. Sécunor 2, ce projet mis en œuvre par Cogenta et financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Sécunor 2 accompagne la montée en puissance des forces de défense et sécurité intérieure dans la zone opérationnelle Nord, tout en contribuant à l'amélioration du lien de confiance entre l'État et la population. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le général de brigade Ousmane Dio, directeur du Centre de renseignement opérationnel antiterroriste croate, assure que le gouvernement de Côte d'Ivoire est partie prenante de toute action visant à annihiler les velléités djihadistes. Pour nous, cet écosystème du renseignement basé sur le réseautage sous-régional et incluant un compendium de bonnes pratiques tant au niveau du renseignement technique que humain peut constituer une réponse pertinente à l'équation de la menace terroriste. 3 jours durant, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, AILCT de Jacquesville, sera le centre d'accueil pour le renforcement de capacités de ses experts en renseignement. Une norme harmonisée sur les rejets polluants sur l'étendue du bassin du Niger. C'est la finalité de cette rencontre de renforcement des capacités de tous les acteurs agissant au sein de l'autorité du bassin du Niger qui regroupe 9 pays. Les travaux se déroulent à Abidjan jusqu'au 29 mars prochain. Plus de détails avec Franck Kodio. Les rejets polluants dans le bassin du Niger et d'autres sources de pollution. La question de la réglementation harmonisée des textes pour les pays partageant l'espace préoccupe en première ligne les usagers. Nous sommes conscients en tant qu'agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans qu'au même moment où nous sommes bénéficiaires des projets de développement dans le bassin du Niger, nous participons aussi à la pollution du fleuve Niger
par l'utilisation de produits chimiques, par exemple avec les pêcheurs, ou l'utilisation de produits chimiques de grandes envergures dans les périmètres agricoles. Tout cela pollue et leurs normes et règlements prennent toutes ces questions en charge. À Abidjan donc, le projet NBITAS regroupant 11 pays membres financés par le Fonds pour l'environnement mondial, un creuset d'expression des 9 pays de l'autorité du bassin du Niger sur la question. La problématique est simple, harmoniser les textes sur les rejets polluants. Le secrétariat exécutif est en train de se doter d'une norme harmonisée qui permettra à chaque pays de prendre ces normes au niveau national, pourvu que ça ne soit pas en contradiction avec les normes régionales prises. Du 17 au 22 mars, des réflexions ouvertes. Au nom du ministre des Eaux et Forêts, son directeur de cabinet espère des conclusions productives. Je vous invite alors à la conjugaison de vos riches expériences et de vos intelligences en vue d'apporter vos précieuses contributions et contribuer par voie de conséquence à doter les différents acteurs concernés des capacités qui vont leur permettre de participer activement à la gestion durable et efficace des ressources naturelles du bassin du Niger. Après ce premier atelier, l'autorité du bassin du Niger entamera un second, celui-ci axé dès le 24 mars sur son plan d'investissement. Pour le mois sacré de Ramadan, le vice-président de la République soutient les fidèles musulmans de la région de Beké. Tiemoko Meillet Kone vient de leur offrir plusieurs tonnes de riz et de sucre, des dons qui seront répartis entre les différentes mosquées et plusieurs familles de la localité. La correspondance de Charles Latou. Ces vivres, le vice-président de la République, Tiemoko Meillet Kone, les offre en signe de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables en cette période de Ramadan, moment de pénitence, de piété et de partage. Celles de la région de Beké n'ont pas été oubliées. Les fidèles musulmans de la grande mosquée de Bouaké ont pu se partager 3 tonnes de riz et de sucre. Idem pour leurs co-religionnaires de Sakassou. 3 tonnes de riz et de sucre, dont remis en présence de son directeur de cabinet, Emmanuel Aoutou Kofi. Le vice-président de la République, ce n'est pas la première fois. Et depuis qu'il est dans ses fonctions, et en pareil moment, il pense à tous ceux qui sont en prière dans cette période. Et c'est à cette occasion qu'il m'envoie pour la 2e fois ici à Sakassou pour leur remettre ces dons symboliques mais très forts. La caravane de distribution de dons de vivres du vice-président de la République a pris la direction du Nord après le Beké. Il faut maintenir l'unité et la mobilisation des femmes en vue des échéances électorales d'octobre 2025. C'est l'appel lancé par la coordonnatrice adjointe du RHDP de la région de la Nawa en charge des femmes. Laure Baflan-Donwaï a invité les femmes à occuper leur place dans les instances de décision. Le commentaire de Patricia Omo. À quelques mois de l'élection présidentielle, le RHDP renforce ses bases à Yabayo. Aujourd'hui est une journée spéciale pour nous qui avons cru à la politique de son Excellence Alassane Ouattara. À travers cette cérémonie, nous voulons lui réitérer notre reconnaissance. Notre choix, c'est son Excellence Alassane Ouattara. Vu tout ce qu'il a bâti comme travail, vu ses transformations, vu tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons juger autre personne bon à sa place. Au cœur des échanges, le message de soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Selon les militants, son bilan à la tête du pays est un motif de fierté et un argument fort pour sa reconduction. Nous souhaiterons que le président Alassane Ouattara soit notre candidat aux échéances de 2025. Parce que ce qu'il a déjà commencé pour nous, nous souhaiterons qu'il termine. Dans 6 mois, nous gagnerons, mais c'est aujourd'hui que nous posons nos bases pour envahir la Nawa. Tout le monde doit se tenir prêt. La marche était hier, nous sommes aujourd'hui sur le terrain, nous serons demain parce que la Nawa égale RHDP. À travers cette mobilisation, le RHDP affiche sa détermination à consolider son ancrage dans la région de la Nawa. Une dynamique qui, selon les responsables du parti, se poursuivra dans les mois à venir pour assurer une victoire éclatante. Un appel à l'engagement et à la cohésion pour les militants du RHDP à Yabayo.
Politique toujours, et cette fois-ci avec le PPACI qui revendique fermement la candidature de Laurent Gbagbo. Le président exécutif du parti a annoncé ce mardi la suspension de toutes les missions de terrain. C'était au cours d'une conférence de presse au siège de l'organisation. On fait le point de la rencontre avec Souleymane Donisongo. Après l'affichage de la liste électorale provisoire par la Commission électorale indépendante, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se prononce sur la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Au siège du parti, Sébastien Dano-Djedje rend public certaines décisions prises par la direction du PPACI. L'affichage de la liste provisoire nous donne l'occasion d'amplifier notre lutte. Dans ce contexte, la direction du parti décide de suspendre avec effet immédiat ces missions de terrain diligentées depuis le 13 mars 2025. La direction du parti informe les militants et militantes qu'une réunion des instances sera convoquée des jours à venir pour la conduite à tenir. Le prochain contentieux électoral constitue une étape décisive pour le parti. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se concentrer sur le contentieux électoral en se rendant massivement dans les centres d'enrôlement et de se tenir prêt pour la RLE de 2025 que nous demandons de tous nos voeux avant l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se focaliser sur la candidature du président Laurent Gbagbo qui reste et demeure à ce jour notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2025. La CEI a ouvert le contentieux électoral avec l'affichage de la liste électorale provisoire. En vue de formuler des réclamations, cette opération démarre le 22 mars et prendra fin le 5 avril prochain. Dans l'actualité hors de nos frontières, le ministère angolais des Affaires étrangères a annoncé ce mardi dans un communiqué le report des pourparlers de paix entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle M23 qui devait se tenir aujourd'hui à Luanda. Le mouvement rebelle a décliné l'invitation par la voix de Corneille Nangaa qui a indiqué que le groupe ne prendrait pas part aux pourparlers jusqu'à nouvel ordre. La décision du M23 est une réaction directe aux récentes sanctions imposées par l'Union européenne contre des leaders de l'Alliance du fleuve Congo, coalition dont fait partie le mouvement rebelle. Et puis la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui portait notamment sur un projet de trêve dans la guerre en Ukraine s'est tenue ce mardi 18 mars. À son issue, le Kremlin a indiqué avoir accepté de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine pour 30 jours. La Russie a informé les États-Unis de ses conditions pour une trêve, parmi lesquelles l'arrêt de l'aide occidentale à Kiev. C'est la fin de ce journal. Je vous dis bonsoir et à demain.